Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel il est temps de faire le bilan de l'année et de vous proposer mon petit best-of. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'une sélection purement subjective, et pour cette année, je suis revenu à une sélection de titres par catégorie, par genre, avec à chaque fois 3-4 titres que j'ai sélectionnés, que je vais présenter rapidement, et puis je vais choisir mon préféré dans chaque catégorie. Alors je vais pas m'étendre sur les titres en question, d'une part parce que sinon on en a quand même pour des heures, et puis surtout parce que, à une ou deux exceptions près, c'est des titres dont j'ai déjà parlé dans le courant de l'année. Donc si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel titre, je vous invite à aller farfouiller sur la chaîne. J'espère que j'ai référencé tout ça de telle sorte que vous puissiez les trouver facilement. Dernière précision, ce best-of ne concerne que les titres sortis en France en 2024. Il ne sera pas question de VO. Et il y a même quelques titres que j'ai retirés de la sélection parce que j'ai préféré les prendre en VO plutôt qu'en VF. Sans plus attendre, on va passer à la première catégorie, et il s'agit des meilleurs récits de super-héros, catégorie dans laquelle j'ai retenu 3 titres, Defenders d'Al Ewing et Javier Rodriguez, chez Panini Comics, Wonder Woman de Tom King et Daniel Sampere, avec 2 tomes qui sont parus chez Urban Comics, et puis Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch chez Panini Comics. Alors, le super-héroïque, ça reste quand même le genre le plus représenté dans les comics, au moins quantitativement, même si, paradoxalement, c'est quand même le genre où j'ai le plus de mal aujourd'hui à trouver mon bonheur. Alors, faut dire que ce que nous propose Marvel, comme DC, ces dernières années, est quand même pas très très glorieux. Bon, on peut espérer que DC redresse la barre en 2025, comme ils ont commencé déjà à le faire en cette fin d'année, avec les titres DC All-In. Par contre, côté Marvel, pour l'instant, il n'y a aucune amélioration visible en vue. Alors, pour ce qui est des 3 titres que j'ai choisis, Defender, c'est un Marvel Deluxe qui réunit les 2 mini-séries Defenders et Defenders Beyond, qui étaient parues aux États-Unis en 2021-2022, et dans lesquelles Al Ewing embarque une petite équipe hétéroclite dans un voyage cosmique à travers le temps et à travers les univers Marvel. Et on va découvrir en fait les univers Marvel qui ont précédé l'univers Marvel qu'on connaît. Et vraiment, je trouve que c'est assez brillant, c'est inventif, c'est pas mal barré, et c'est un bonheur de lecture pour les vieux lecteurs comme moi, mais qui, à mon avis, reste malgré tout à fait abordable pour les nouveaux lecteurs qui connaîtraient rien à la continuité Marvel. Et puis en plus, c'est quand même brillamment illustré par Javier Rodriguez. Autre titre paru chez Panini, c'est Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch, et qui est donc qui est le prologue au relaunch de la ligne Ultimate. Mais en fait qui met en scène un nouvel univers Ultimate qui n'a pas de lien avec le précédent. Et pour ce qui est de mettre en place tous les éléments de cet univers, je trouve que Hickman a fait ça quand même remarquablement bien. À la fois les forces en présence, les enjeux, les menaces, tout ça donne quand même assez envie. Bon alors, depuis, Panini a publié 2 numéros d'Ultimate Universe, et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça m'a laissé sur ma faim. Ultimate Spider-Man, c'est très bien, mais c'est quand même extrêmement lent. Ultimate Black Panther, c'est pas mal, mais c'est pas renversant non plus. Ultimate, on n'a eu qu'un seul numéro pour l'instant. Et quant à Ultimate X-Men de Peach Momoko, là, je cherche encore le rapport avec la choucroute. Mais, ça n'enlève rien aux qualités d'Ultimate Invasion, qui reste une de mes meilleures lectures super-héroïques de l'année. Et puis donc, chez Urban,
on a eu droit à la Wonder Woman de Tom King et Daniel Sampere, alors que j'ai accueilli avec une certaine prudence, comme tout ce qu'écrit Tom King en fait, sauf que là, je me suis très vite laissé emporter par le truc. C'est passionnant, c'est du super-héroïque qui est en prise directe sur le réel et sur les débats et les thématiques qui secouent la société contemporaine, mais tout ça sans jamais oublier d'être à la fois fun et spectaculaire. Et de ce point de vue, Daniel Sampere, il nous offre quand même un paquet de planches iconiques. Bref, c'est le genre de comics de super-héros qui me font aimer encore aujourd'hui les comics de super-héros, comme l'a très bien dit Max Faraday pour en parler. Et c'est pour tomber sur ce genre de pépites que je continue de lire des comics de super-héros, malgré quand même le nombre de choses consternantes qui me passent régulièrement entre les mains. Et donc, puisqu'il ne faut en garder qu'un seul, alors j'ai vraiment énormément de mal à choisir entre Defenders et Wonder Woman. Là, devoir faire un choix, on est quand même aux frontières du masochisme. Defenders, Wonder Woman, Defenders, allez, Wonder Woman, mais vraiment d'un poil d'Amazon, et parce que c'est le jeu, mais en vrai, je conseille absolument la lecture des deux. On passe à la catégorie science-fiction, dans laquelle j'ai retenu 4 titres. ENIAC de Matt Kindt et Doug Braithwaite chez Bliss, Mindset de Zach Kaplan et Josh Pearson chez Comics Initiative, World Tree de James Tynion IV et Fernando Blanco chez Urban Comics, et Horizon Oblique de Richard Blake, là aussi chez Urban Comics. Alors, côté SF, là, on n'est pas dans le space opéra et dans l'aventure galactique, on est plutôt dans la fiction spéculative à relativement court terme, en particulier pour World Tree et Mindset. Alors, pour ENIAC, là, on est plutôt dans le thriller de science-fiction et dans l'histoire secrète, où on découvre que l'histoire telle qu'on la connaît depuis la Seconde Guerre mondiale a été discrètement manipulée à distance par une intelligence artificielle, ENIAC donc, et quand l'histoire débute, on en est à s'inquiéter pour l'avenir de l'humanité dans son ensemble, face à un adversaire qui semble tout puissant. Tout ça est remarquablement bien agencé par Matt Kindt, et ça me permet également de mettre en avant et de saluer le travail effectué par les éditions Bliss sur ce titre et sur l'ensemble des titres de l'éditeur américain Bad ID. C'est vraiment de grands et beaux livres qui mettent idéalement bien en valeur le travail des auteurs. À côté de ça, on a donc Mindset, qui m'a permis, Mindset, de découvrir un scénariste que je ne connaissais pas, c'est Zach Kaplan, et dont j'ai quand même très envie de lire ce qu'il a pu écrire par ailleurs. Alors là, on est dans l'univers de la Silicon Valley et des startups, et on y découvre une application qui a la capacité de transformer en profondeur la société. Là aussi, on est en plein dans des thématiques on ne peut plus actuelles, et ça se lit comme on regarderait un excellent épisode de Black Mirror. Et puis, World Tree, là, on n'est pas très éloigné des thématiques abordées dans Mindset, mais sur la forme, on a quand même quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, avec quand même une belle quantité de cadavres qui s'accumulent au fil des pages. Et puis, on a des enjeux qui sont encore plus dramatiques. Alors, pour l'instant, on a eu en France que le premier tome, alors qu'aux États-Unis, la série est toujours en cours, mais le fait est que ça démarre de manière redoutablement efficace.
Quant à Horizon Oblique, c'est avant tout la découverte d'un artiste assez incroyable, Richard Blake, et d'un univers qui fait quand même pas mal penser aux cités obscures de Benoît Peters et François Skeuten. Et d'ailleurs, très bonne idée de la part d'Urban d'avoir fait dialoguer Skeuten et Blake, tant les deux artistes ont quand même beaucoup de choses en commun, et du coup leur échange est vraiment intéressant. Du coup, là encore, j'ai eu beaucoup de mal à choisir, et en particulier entre Mindset et World Tree. Mais, je vais quand même dire World Tree. Disons que le métier de James Tynion IV, sur le coup, il fait la différence. Mais voilà, là encore, je me fais quand même du mal à devoir en choisir qu'un. Catégorie suivante, on va rester dans un registre proche, où disons que il s'agit là d'un sous-genre de la science-fiction, c'est le post-apocalyptique, avec cette fois 4 titres dans ma sélection finale. Shaolin Cowboy de Geoff Darrow, chez Futuropolis. Once Upon a Time at the End of the World de Jason Aaron, Alexandre Tefenkgi et Laila Del Luca chez Urban Comics. Phenomena de Brian Michael Bendis et André Lima Araujo chez Urban Comics également. Et Mobilis, Ma vie avec le Capitaine Nemo de Juniba chez Bayard. Alors, de base, le post-apocalyptique, c'est un sous-genre que je déteste, sauf exception, et là, pour le coup, j'ai quand même eu droit à 4 exceptions cette année. Alors, j'aurais même presque pu en rajouter un 5e, c'est Kali de Daniel Friedman et Robert Samlin, surtout pour les planches de ce dernier, mais iComics nous en a fait une édition lamentable, petit format comics, alors qu'en VO, Dark Horse l'a sorti en grand format, qui revient même moins cher que la VF. C'est vous dire s'il y a quand même aucune chance que vous trouviez un titre iComics dans mon palmarès de cette année, parce que c'était vraiment leur politique tout au long de l'année. Alors, on va commencer par le boss, Geoff Darrow, qui nous a gratifié d'un nouveau tome, le 4e des aventures de son Shaolin Cowboy, et c'est toujours aussi sublimement beau, c'est toujours une maîtrise de la narration que je trouve éblouissante, et puis c'est d'une inventivité permanente. Alors, en vrai, celui-ci, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Il y en a 2 ou 3 où il avait sa place. Bon, il est bien là, même si, du coup, ça va quand même être rude pour la concurrence. Alors, il y en a un qui m'a presque autant bluffé que Geoff Darrow côté dessin et storytelling. C'est André Lima Araujo sur Phenomena, écrit par Brian Michael Bendis, et là aussi on a des planches totalement folles pour illustrer cet univers hétéroclite où on a des décors ordinaires mais qui ont fusionné avec des artefacts issus d'ailleurs, et le tout dans un style de storytelling qui s'inspire davantage des mangas que des comics. Alors là, mon seul regret, c'est que Urban n'ait pas choisi de la publier dans sa collection grand format, qui aurait quand même davantage mis en valeur ces planches. Autre belle découverte de l'année en ce qui me concerne, c'est Mobilis de Juniba. J'avais bien aimé son Monkey Meat, qui était paru chez Panini l'an dernier. J'avais bien aimé pour le côté foutraque de ces planches, et puis pour l'espèce de collision de tout un tas d'influences. Ici on a quelque chose de plus sage niveau dessin, mais peut-être aussi de plus maîtrisé, et puis surtout c'est un dessin qui est davantage au service de l'histoire que l'inverse, comme c'était le cas dans Monkey Meat.
Et l'histoire, c'est celle de la rencontre entre une gamine et un vieux marin dans un monde entièrement recouvert par les eaux. C'est très beau et c'est typiquement le genre de lecture qu'on conseillera pour tous les âges. Et puis, last but not least, Once Upon a Time at the End of the World, de Jason Aaron, Alexandre Tefenkgi et Laila Del Luca. Bon, alors ici, on est en présence d'un faux post-apocalyptique et d'un vrai romance comics. Et le post-apo, là, c'est un décor et un ressort dramatique qui est là pour mettre en lumière l'histoire d'amour entre les deux protagonistes, Maceo et Mezzi. Et Jason Aaron, il est quand même très bon pour raconter des histoires d'amour, surtout du genre qui finissent très mal. Alors, il reste encore un tome à paraître en VF, mais jusque-là, j'ai pris mon pied sur cette série. Bon, alors, voilà, pas facile d'en garder un, mais ce sera quand même le patron, Geoff Darrow et son Shaolin Cowboy, parce que déjà Darrow, il est trop rare pour que je puisse ne pas lui remettre une belle médaille en chocolat. On passe maintenant à la fantasy, avec une sélection encore plus large que la précédente, avec 5 titres. On a Les Affamés du Crépuscule de J. Willow Wilson et Chris Wildgoose chez Delcourt. On a Bird King de Daniel Friedman et Chrome aux Humanoïdes Associés. Kaya de Wes Craig chez Urban Comics. Sacrifice de Rick Remender et Max Fiumara chez Urban Comics. Et L'œil d'Odin de Joshua Dysart et Thomas Giorello chez Bliss. Alors il y a eu beaucoup de choses qui sont parues dans le genre, et encore là j'ai dû faire vraiment une sélection drastique. J'aurais aussi pu mettre dans ma liste le Conan de Jim Zub et de Roberto de la Torre, et en particulier le 3e tome dans lequel Conan rencontre Kull, et que je trouve vraiment, vraiment très réussi. Ou bien Barbaric de Michael Morrissey et Nathan Gooden chez Urban Comics, avec un tome 2 que je trouve plus intéressant que le premier, ou encore les 3 tomes de la mythologie viking paru au Diable Vauvert et qui adapte le bouquin de Neil Gaiman. Mais bon, avec 5 titres, on a quand même déjà largement de quoi faire. Les Affamés du Crépuscule, on a eu un premier tome. Alors, c'est de la fantasy tout à fait classique, avec des nains, des elfes et tout ce genre de choses. Mais on a une espèce d'ambiance de fin du monde assez prenante. Et puis je trouve que Delcourt a fait le bon choix en publiant cette série en grand format, histoire de vraiment pleinement profiter des planches de Chris Wildgoose. Même chose d'ailleurs pour Sacrifice chez Urban Comics. Là aussi, c'est du grand format et on a quand même des planches assez sublimes de Max Fiumara. Et puis un scénario de Rick Remender qui donne à voir tout un panthéon de divinités qui vivent sur le dos des populations qui les vénèrent. Il y a évidemment un discours politique sous-jacent, et dans cette histoire, l'heure est à la révolution. Et puis, grand format toujours, L'œil d'Odin, un autre titre Bad ID publié en France par Bliss. C'était d'ailleurs le premier qu'ils ont sorti. Alors là encore, on avait déjà quand même pu apprécier le talent de dessinateur de Thomas Giorello sur ses Conan. Bon ici, il est toujours aussi bon, voire encore meilleur, et le scénario de Joshua Dysart joue de manière intéressante avec les divinités scandinaves. Je continue avec Kaya, écrit et dessiné par Wes Craig.
Les 2 premiers tomes sont parus cette année chez Urban, et ben sur ce titre, je trouve que Wes Craig se renouvelle totalement. C'est très très différent graphiquement de son travail sur Deadly Class, et ici on a un univers qui mélange fantasy et science-fiction, et Wes Craig réussit vraiment à lui donner une touche singulière. Et puis, pour ne rien gâcher, on s'attache quand même très vite à la galerie de personnages qu'il met en scène, y compris les plus insupportables. Et je termine par Bird King, de Daniel Friedman et Chrome, qui avaient déjà réalisé ensemble l'album Raiders, et qui, ici, ils réalisent vraiment une très chouette série. Alors là encore, il est question de guerre et de divinités qui considèrent l'humanité que comme de la chair à canon. Mais je trouve que c'est vraiment le style très particulier de Chrome qui donne toute sa singularité à cette série, et ça fait aussi partie de ces séries dont j'attends la suite avec impatience. Et donc, s'il ne doit en rester qu'un, en mode Highlander, ce sera Kaya, parce que je suis vraiment tombé amoureux de ces personnages et de cet univers. Mais voilà, encore une fois, en matière de fantasy, on a vraiment été gâtés cette année. Et de la fantasy, on passe au fantastique et à l'horreur. Alors là, en l'occurrence, je vais pas faire de distinction entre les deux. Avec cette fois, on a 4 titres. On a Damn Them All de Simon Spurrier et Charlie Adler chez Delcourt. Le Déviant de James Tynion IV et Joshua Hickson chez Urban Comics. Friday de Ed Brubaker et Marcos Martin chez Glénat. Et enfin, Dark Ride de Joshua Williamson et Andrei Bressan chez Delcourt. Alors, normalement, il y aurait dû y avoir un 5e titre, et ça aurait dû être mon titre horrifique de l'année. C'est Ribbon Queen de Garth Ennis et Jason Burrows, qui est un bouquin que je trouve remarquable à tout point de vue. Seulement voilà, c'est Panini Comics qui l'a publié, et non seulement il le propose à un prix trop cher, 28€, mais surtout, ils en ont confié la traduction à Laurence Bellingard. Alors, j'ai pas lu la traduction en question, mais j'ai quand même eu suffisamment de retours de lecture, vraiment pas laudateurs, pour que finalement je retire ce titre de ma sélection. Donc, si vous lisez l'anglais, je vous conseille absolument de lire Ribbon Queen, et si vous lisez que le français, j'en suis vraiment désolé. Alors, ma sélection, donc, Damn Them All, c'est dans la lignée de ce que Simon Spurrier avait fait sur Hellblazer avec Aaron Campbell. D'ailleurs, il me semble qu'il a recyclé plus ou moins une intrigue qui prévoyait pour Hellblazer avant que DC Comics n'annule la série. Et on a droit ici à une héroïne qui quand même partage pas mal de traits communs avec John Constantine. On a droit à toute une galerie de démons qui ont l'air quand même d'avoir beaucoup inspiré Charlie Adlard. Et puis on a tout un tas de gens qui meurent de manière plus horrible les uns que les autres. Alors c'est pas aussi bon que le Hellblazer dont je parlais tout à l'heure, mais c'est quand même vraiment très bien. Le Déviant, là on retrouve mon scénariste préféré de ces dernières années, même si, tout ce qu'il écrit est pas forcément bon, mais c'est quand même à lui qu'on doit peut-être bien la meilleure série de ces dernières années, The Department of Truth, avec Martin Simmons. Et ici, outre l'intrigue qui est quand même bien foutue, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que il me semble que c'est le récit le plus intime de James Tynion IV. J'ai l'impression qu'il a mis beaucoup de lui-même dans son personnage principal, et ça ajoute une couche de lecture supplémentaire à ce récit.
On a également eu cette année la conclusion de Friday, d'Ed Brubaker et Marcos Martin, qui est, je trouve, quand même une petite merveille d'intelligence et d'invention, qui revisite les histoires pour gamins style le Club des 5, mais dans un cadre beaucoup plus inquiétant. Et puis, c'est quand même aussi une merveille graphique avec le travail de Marcos Martin que je trouve vraiment passionnant. Et puis, je n'oublie pas Dark Ride de Joshua Williamson et Andrei Bressan, qui est une très bonne surprise en ce qui me concerne. J'avais pas accroché à leur série Birthright, et puis globalement Williamson c'est pas un scénariste qui m'intéresse beaucoup, mais là je trouve que ça fonctionne vraiment bien, l'histoire de ce parc d'attractions entièrement dédié à l'horreur. Alors dans un premier temps je m'attendais à un truc un peu léger et parodique, et puis très vite en fait l'histoire elle prend une tournure beaucoup plus sombre. Et c'est vraiment très réussi. Alors, visiblement, la série n'a pas trouvé son public en France, et c'est vraiment dommage. Elle va se conclure avec le 3e tome en janvier. Mais c'est dommage parce que, encore une fois, c'est une vraiment très bonne surprise. Alors, voilà, encore une fois, très dur de n'en choisir qu'un. Et, alors en particulier, j'hésite quand même énormément entre Le Déviant et Friday, mais on va quand même dire Friday, mais parce que voilà, on a eu ici la conclusion de l'histoire, alors que pour Le Déviant on n'en est que à la moitié, et puis parce que Marcos Martin, et puis parce que j'adore le personnage de Friday, que je trouve vraiment émouvant et touchant. La catégorie suivante, c'est le polar avec 5 titres. The Good Asian de Pornsak Pitchett et Alexandre Tefenkgi chez Comics Initiative. New Burn de Chip Zdarsky et Jacob Phillips chez Urban Comics. Granville de Brian Talbot chez Delirium. Parker Girls de Terry Moore chez Delcourt, et encore chez Delcourt, Là où gisait le corps de Brubalyps. Alors oui, tiens, commençons par celui-ci. Alors je crois qu'on peut désormais le révéler. À force de bosser tout le temps ensemble, Ed Brubaker et Sean Phillips ont fini par fusionner pour donner naissance à une créature composite avec 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, puis aussi, ils ont rajouté quelques tentacules pour faire joli. Une créature qui est donc baptisée Brubalyps. Et donc, Là où gisait le corps, c'est... Alors c'est un titre qui m'a déçu à la première lecture. En fait, je crois que ça m'a surtout déstabilisé. Je m'attendais pas à ça. Alors ça reste du polar, mais c'est quand même très différent de ce que Brubalyps fait habituellement. Et j'ai vraiment eu besoin d'une deuxième lecture pour vraiment rentrer dedans. Et pour apprécier cette histoire et ses personnages. C'est atypique pour du Brubalyps, mais c'est vraiment très chouette. Et en tout cas, c'est quand même beaucoup plus recommandable que le dernier Brubalyps en date, La Maison des Impies, qui lui, même après 2 lectures, ça fonctionne vraiment pas du point de vue du scénario. À côté de ça, on a donc The Good Asian de Pornsak Pitchett et Alexandre Tefenkgi. Alors c'est un titre que je m'attendais pas vraiment à retrouver chez Comics Initiative, mais tant mieux, parce que le bouquin est absolument magnifique. Là ils sont vraiment arrachés, et le résultat est superbe. Et je trouve que cette histoire elle mérite un aussi bel écrin, parce que voilà, c'est du polar social et politique, qui parle de la situation de la communauté chinoise aux États-Unis dans les années 30, mais qui, concrètement, qui aborde des thèmes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. New Burn, où est-il ? Viens ici. New Burn, là aussi, c'est une bonne surprise.
alors que Chip Zdarsky m'a quand même plus souvent déçu que ravi ces derniers temps. Alors je crois qu'il me semble que le premier tome figurait dans mon best-of l'an dernier. Et je trouve que cette suite est fin et largement au niveau. Avec Newburn qui se retrouve dans une situation de plus en plus complexe, pour pas dire inextricable, et ça fonctionne parfaitement bien. Et c'est un titre qui confirme également que Jacob Phillips est bien le digne héritier de son père. Chez Delirium, on a eu la conclusion du Granville de Brian Talbot, avec les 2 derniers tomes de la série qui sont parus cette année. Alors, c'est un titre qui aurait pu avoir sa place dans plusieurs catégories, parce que c'est de la fantasy animalière, polar, steampunk, politique. C'est une série dont je cesse de chanter les louanges sur cette chaîne depuis le début, et tu penses bien que j'allais pas l'oublier dans ma sélection de l'année. Et puis, les Parker Girls de Terry Moore, là encore, de base, c'est du Terry Moore, donc je prends. Mais en plus, cette année, on a eu droit à un très bon cru. C'est un chouette polar qui, en plus, nous fait le plaisir de remettre en scène une partie du casting de Strangers in Paradise. And the winner is Granville de Brian Talbot pour l'ensemble de la série, qui est brillante à tout point de vue, et là aussi j'applaudis le travail réalisé par Delirium sur cette édition, en espérant que la fin de la série soit finalement pas tout à fait la fin de la série. On croise les doigts. On enchaîne avec la catégorie patrimoniale, avec des titres anciens remis en avant par les éditeurs. Alors c'est une catégorie qui inclut quand même quantité de titres, je pense que une bonne partie de ce que publie Panini Comics pourrait rentrer dans la catégorie. Les Chronicles chez DC, chez Urban également. Mais bon, là, je vais me limiter à 3 titres qui me semblaient évidents et inévitables. Eerie et Creepy présente Alex Toth chez Delirium. Love and Rockets, des frères Hernandez chez Comics Initiative. Et puis, Den 2, Move of Room de Richard Corben chez Delirium. Alors, encore une fois, il y avait vraiment pas mal de choix possibles, mais là, je trouve qu'on a les 3 incontournables de l'année. Alors déjà, Alex Toth, pardon, j'ai choisi celui-ci, mais on a également eu droit à ces récits consacrés à Zorro chez Urban Comics. Du Alex Toth en France, en général, on en a un tous les 10 ans, et encore seulement les bonnes décennies, et cette année, on a eu droit à 2 titres. Alors, entre les deux, ma préférence, elle va quand même clairement à cette intégrale de ces récits parus dans les magazines Creepy et Eerie. Bon, ces euros sont très chouettes, mais on sent que c'est vraiment du travail de commande, alors que ici, il invente et il innove sans cesse. Il utilise quasiment une technique de dessin et de narration différente pour chacune de ces histoires, et ça donne un truc qui est juste incroyable. Et on doit aussi à Delirium une autre parution tout aussi passionnante, c'est Den 2 Move of Room de Richard Corben. Bon, ça fait un petit paquet d'années déjà que Delirium a remis en avant le travail de Corben, et Den, ça reste quand même une de ses œuvres les plus folles, et Delirium a fait une édition assez sublime, en particulier cette version collector, qui est bourrée de bonus en fin de volume. Et puis donc, Love and Rockets, un autre incontournable, ça fait plus de 2 ans maintenant que Comics Initiative a lancé cette intégrale. Après, je sais même pas combien d'échecs chez quantité d'éditeurs différents, et on va enfin avoir droit à tout Love and Rockets, et c'est quand même la moindre des choses pour un tel monument
de la BD américaine. Alors cette année, on a donc eu droit à 4 nouveaux volumes, plus un 5e, les Chroniques de Love and Rockets, qui contient 2 récits, alors là carrément pornographiques, signés Gilbert Hernandez, et je conseille de tout lire, ou seulement les récits de l'un ou l'autre des frangins Hernandez, c'est vraiment selon votre goût et votre sensibilité, mais dans tous les cas, voilà, c'est une œuvre à découvrir absolument. Bon, alors, en ce qui me concerne, le grand gagnant, c'est cette intégrale d'Alex Toth. Le type était un génie absolu, et du dessin en général, et du noir et blanc en particulier. Et voilà, cet album, je peux le lire et le relire sans me lasser, et à chaque fois, je vais découvrir de nouveaux trucs qui m'avaient échappé. La catégorie suivante, là c'est un peu la catégorie fourre-tout dans laquelle j'ai mis tout ce que j'ai pas réussi à caser ailleurs. C'est la catégorie des inclassables avec 4 titres. Âme augmentée d'Ezra Clayton Daniels chez 404 Graphiques. Le festin de Rubin de Ramvi et Felipe Andrade chez Urban Comics. Judas de Jeff Loveness et Jakub Rebelka, là aussi chez 404 Graphiques. Et enfin, Love Everlasting de Tom King et Elsa Chartier chez Urban. Alors, on va commencer par les 2 titres 404 Graphiques, parce que, inclassable, c'est quand même un petit peu la devise de cet éditeur et de ses choix éditoriaux. Âme augmentée, c'est vraiment une étrangeté tant au niveau du scénario que du dessin. J'aurais pu le classer en science-fiction, mais l'élément SF, il n'est pas au cœur de ce qui constitue l'intérêt de cette histoire, qui est centré sur un couple de personnes âgées qui vont se retrouver face à leur propre version, jeune, mais totalement difforme. Et partant de là, ça va brasser quantité de thèmes, et Ezra Clayton Daniels, il crée vraiment une ambiance à la fois très étrange et très prenante, et ça donne quelque chose d'assez fascinant. Et puis, Judas, quand même de base, un comic book consacré à un apôtre de Jésus, c'est quand même le dernier truc que j'ai envie de lire, a priori. Sauf que Jeff Loveness au scénar, dont 404 Graphiques avait publié l'an dernier Apparition dans le ciel de Berlin-Est, qui est un bouquin qui m'avait vraiment marqué. Et puis, Jakub Rebelka aussi, c'est 404 Graphiques qui me l'a fait découvrir l'an dernier, avec son incroyable Dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Et donc, ensemble, ils ont réalisé ce Judas, qui parle finalement moins de religion que de fiction, et de la puissance de la fiction, et c'est franchement brillant. Et puis, les 2 autres sont parus chez Urban, à commencer par Le festin de Rubin, cette espèce de déambulation à travers l'Inde et ses plus beaux secrets culinaires. Alors là aussi, comme Judas, comme Judas parle pas vraiment de religion, et Le festin de Rubin, ça parle pas vraiment de cuisine, c'est avant tout un prétexte pour aborder quelque chose de plus large. Et ici, c'est notamment pour donner à voir une société et sa culture dans ce qu'elle a de plus beau et de plus émouvant. Et puis, Love Everlasting, là c'est Tom King qui s'amuse à revisiter les romance comics des années 50, mais qui les revisite à l'aune des années 2020 et de tous les questionnements qui traversent la société actuellement. Ça rejoint d'ailleurs pas mal son travail sur Wonder Woman, avec un côté méta en plus. Et puis, au dessin, on a Elsa Chartier, qui est quand même absolument parfaite pour cette série.
Qu'il s'agisse de renouer avec l'ambiance 50s de l'époque, ou au contraire de dynamiter tout ça à grands coups de fusil à pompe. Et j'espère vraiment qu'Urban pourra continuer à publier cette série, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et alors, mon choix final s'est porté sur Âme augmentée, d'Ezra Clayton Daniels, qui est probablement l'œuvre la plus singulière que j'ai eu l'occasion de lire cette année. Avant-dernière catégorie, et on en aura terminé. Alors, celle-ci me tient particulièrement à cœur, c'est la catégorie Zinzin, qu'on pourrait également appeler je sais pas ce qu'ils prennent, mais j'en veux moi aussi, avec pas moins de 4 titres. Cosmic Detective de Jeff Lemire, Matt Kindt et David Robin chez Delcourt. Doctor Strange, Fall Sunrise de Tradmoor chez Panini Comics. Dream of the Bat de Josh Simmons et Patrick Keck chez Mansion Press. Et qu'encore de Matthew Allison chez Comics Initiative. Alors, Cosmic Detective, c'est une sortie toute récente, et c'est avant tout un hommage psychédélique au Jack Kirby des années 70, celui des New Gods, et plus encore des Eternals. Et graphiquement, c'est un régal. Et puis, côté scénar, on a quelque chose comme du Lovecraft sous LSD. Si vous pouvez imaginer la chose, sinon c'est pas grave, en fait, Lemire et Kindt l'ont fait pour vous, et il n'y a plus qu'à lire. Dans le genre psychédélique, le Doctor Strange de Tradmoor est pas mal non plus. D'autant plus que Panini a vraiment très bien fait les choses et a sorti ce titre dans une édition grand format qui lui va, je trouve, merveilleusement bien. Alors par contre, côté scénar, c'est quand même pas loin d'être chiant, mais rien que pour ces planches que je trouve absolument incroyables, ça méritait bien d'être dans le best-of de l'année. Alors, qu'encore, c'est un peu un mix des deux titres précédents. C'est un dessin qui est quand même bien perché là aussi, pas mal influencé lui aussi par Kirby tendance cosmique, mais qui inclut aussi plein de références à d'autres artistes, et le tout dans une histoire qui fait un petit peu mal à la tête si on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe, mais là aussi c'est pas bien grave. Et puis Dream of the Bat, j'ai découvert le travail de Josh Simmons cette année, avec cet album, et puis aussi son recueil Groovy Death Trip chez Uber Édition, qui lui aussi mériterait largement de figurer dans cette sélection. Et putain, d'ailleurs, hop, je le rajoute. Alors, les histoires au sommaire, elles vont du totalement perché au carrément malsain, mais il me semble que Dream of the Bat pousse le bouchon encore plus loin, déjà en s'attaquant quand même à Batman et à son univers, et en le maltraitant comme c'est pas permis. Alors je peux même pas vous montrer la plupart des planches, faudra aller jeter un œil sur la vidéo que j'ai faite dans les interdits de Comics Code, mais quand même, au-delà du massacre que font subir Josh Simmons et Patrick Keck à Batman à longueur de page, on trouve aussi tout l'amour qu'il porte pour ce personnage, et avec quand même en particulier cette double page absolument sublime dont je me lasse pas, et qui donne juste envie que DC confie à Simmons et Keck le prochain reboot en Infinite Earths de l'univers DC. Et alors, pour choisir le gagnant, alors si je devais être raisonnable et appliquer les mêmes critères que dans les autres catégories, je choisirais Cosmic Detective, mais comme on est dans la catégorie zinzin, j'ai finalement choisi le plus zinzin de tous les zinzins, autrement dit Dream of the Bat de Josh Simmons et Patrick Keck. Et je peux vous garantir qu'ils sont ravis de cette récompense, et d'ailleurs voilà la preuve en images.
Et on va terminer ce best-of de l'année avec le meilleur livre consacré aux comics, avec 3 titres au menu. Planète Haredi de Benoît Bonte, chez Néophélis. Les Secrets de l'Acier, le premier tome, de Roy Thomas, également chez Néophélis. Et Garson, de Trina Robbins, chez Bliss Éditions. Alors, Planète Haredi, j'en ai parlé tout récemment, c'est donc cette somme consacrée à cet éditeur qui a été un des principaux pourvoyeurs de comics en France. Alors, il n'est pas eu question uniquement de comics dans ce livre, mais ça me semble quand même une lecture indispensable pour qui s'intéresse à l'histoire des comics en France. Les Secrets de l'Acier, c'est la traduction des souvenirs de Roy Thomas sur Conan, et l'histoire de cette série, épisode par épisode, ce qui en soi est déjà franchement passionnant, mais comparé à la VO, les gens de chez Néophélis, ils ont complètement repensé cette édition, et ils y ont ajouté des tonnes d'images, et le résultat final est d'autant plus intéressant. Et puis, Garson, sous-titré « Les autrices oubliées des années folles ». Alors, je crois que c'est le seul titre de ma sélection dont j'avais pas parlé sur la chaîne jusque-là. C'est une sortie récente, il est sorti en octobre. Mais j'étais totalement passé à côté de sa sortie. Et je l'ai découvert en librairie, ça devait être à la fin du mois dernier. Et j'ai sauté dessus parce que le bouquin est assez sublime. Bliss a fait vraiment un superbe travail, avec une couverture toilée et un grand format qui met parfaitement en valeur les planches sélectionnées. Alors le bouquin est donc signé Trina Robbins, qui a disparu cette année, qui était à la fois autrice de comics et qui était aussi une véritable historienne de la bande dessinée américaine, et en particulier des femmes qui ont travaillé dans le domaine et qui ont très souvent été oubliées. Et donc, ce livre rend hommage à quelques-unes d'entre elles qui ont œuvré au début du XXe siècle, et on a des choses comme ça assez magnifiques au menu, qui sont signées d'artistes comme Nell Brinkley, Eleanor Schorer ou Ethel Hayes. Et si vous les connaissez pas, ce livre est justement là pour réparer cet oubli et pour remettre ces pionnières des comics à leur juste place. Et je vais me faire mal une dernière fois en ne gardant qu'un seul de ces 3 titres, et ce sera Les Secrets de l'Acier. Encore une fois, parce que l'AVF apporte une vraie plus-value par rapport à la VO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'est toujours pas tout pour cette année, puisque j'ai encore au moins une vidéo de Noël à poster, et puis celle consacrée aux nouveautés à paraître en janvier. En attendant, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire quels sont vos comics préférés de l'année. Ce serait, je trouve, assez cool d'échanger là-dessus. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.